Second invité, Antoine Hyde, boursier FRIA FNRS, lauréat 2024 de ma thèse en 180 secondes à l'UCL Louvain. Antoine, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Alors, sur les bancs de l'école, vous me l'avez dit, les sciences, c'était pas votre truc. C'est venu tardivement, on va dire. Ah oui. Et pourquoi? Les profs étaient assommants Non, je ne veux pas être méchant. Je pense qu'il fallait une maturité aussi de ma part et Oui. il fallait trouver la porte d'entrée, on va dire, qui me convenait. Ouais. Et moi, ça ne s'est pas vraiment fait à l'école, comme vous l'avez dit. Ça s'est fait plutôt via la vulgarisation scientifique. J'ai eu la chance de découvrir plein de contenus sur Internet quand j'étais assez jeune, ce qui m'a orienté vers des lectures et des moyens de creuser ça plus en profondeur. Et là, j'ai découvert un monde, en fait, qui m'a orienté petit à petit à choisir les sciences alors, à l'école, à la fin des secondaires, et puis commencer des études de bio-ingénieur à l'UCL Louvain en 2016. Alors, vous avez été le grand champion de ma thèse en 180 secondes. Vous avez fait un mondial, hein. Vous avez fait un stand-up, vous avez performé, vous êtes le grand gagnant. Alors, évidemment, qu'est-ce que je vais vous demander? Ben, si en 60 secondes, pour ceux et celles qui nous regardent, vous pourriez nous dire à quoi vous travaillez votre thèse. Allez, plus ou moins 60 secondes. Vous me demandez un truc 3 fois plus dur que ce que j'ai déjà dû faire. Mais je vais essayer. Donc, moi, je travaille sur un arbre africain qui s'appelle le ricino-dendron, qu'on ne connaît pas du tout en Europe, puisqu'il pousse en Afrique subsaharienne. Et il produit des petites graines qui contiennent des amandes. Et ces amandes, en fait, elles sont consommées comme condiments par tout un tas de populations en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Bénin, un peu Cameroun, etc. Ces amandes, elles contiennent de l'huile, qui, quant à elle, contient une molécule bien particulière qu'on appelle un acide linolénique conjugué, un nom un petit peu barbare. Mais cette molécule, elle aurait tout un tas d'effets, notamment anticancéreux, qui sont de plus en plus démontrés et de mieux en mieux compris dans la littérature. Moi, mon travail dans tout ça, c'est de parvenir à bien comprendre la composition de cette huile de ricino-dendron pour voir si éventuellement il y aurait aussi des molécules toxiques, des choses à éviter, tout un travail de caractérisation de l'huile, et puis apprendre aussi à identifier les effets biologiques de cette huile. Et pour ce faire, moi je travaille dans le cadre général du cancer de la peau, parce que je ne l'ai pas dit, mais cette huile, les amandes sont consommées de façon alimentaire, mais l'huile en Afrique, elle est surtout utilisée en application topique, donc cosmétique ou comme agent médicinal dans les médecines traditionnelles. Eh ben voilà, je comprends, vous avez été champion. Au fond, l'émission peut s'arrêter. J'ai presque plus de questions à vous poser. Non, donc ça, la vulgarisation, vous avez finalement, adolescent, regardé des émissions vulgarisées et vous avez envie de faire la même chose plus tard, vous, comme chercheur. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oui. On verra les opportunités de la vie, mais... Alors, vous avez une bourse. Ça, c'est merveilleux, bourse du FNRS. Donc, vous avez une sorte de liberté de travailler. Tout à fait. Vous pouvez aller de tous les côtés, mais à un moment donné, il faut choisir le chemin. Exactement. Donc, moi, j'ai la chance d'être un petit peu seul dans mon bateau pour ma thèse. Alors, ce qui peut faire un petit peu peur, mais ce qui apporte aussi des avantages, comme vous l'avez dit. Je suis vraiment libre de naviguer et de choisir les chemins qui semblent les plus intéressants. A posteriori, souvent, c'est un peu plus compliqué de se dire qu'on a fait les bons choix en permanence. Mais ouais, j'ai cette liberté-là totale qui est vraiment palpitante et agréable, quoi. Alors, vous devez aussi, je ne sais pas moi, vous auto-surveiller, réguler votre vie. Surtout, vous êtes jeune. Comment avoir une discipline quand on a personne qui vous surveille? Je n'irai pas jusque-là, j'ai la chance d'être très bien encadré par mes promoteurs. Oui, mais pas tous les jours. Hein. Non, pas tous les jours. Il faut effectivement se mettre une certaine discipline. Après, comme on trouve vite un intérêt dans ce qu'on fait, surtout moi, comme vous l'avez dit, j'ai la chance d'avoir un sujet qui est quand même vraiment intéressant. On va y venir. Hein. On se responsabilise et puis on trouve vraiment de l'intérêt dans ce qu'on fait. Et donc la discipline vient après, je pense. Plus on s'intéresse à quelque chose, et moi je trouve, plus on le trouve intéressant, en fait, finalement. Alors, votre ricino-dendron, cet arbre d'Afrique subsaharienne, il vous donne parfois des insomnies ou pas? Ah, ça c'est un lieu commun, oui. C'est vrai? Mais je pense que chaque chercheur, dans son lit, refait toute sa journée, refait toute sa recherche et essaye de voir ce qui a pu clocher dans une expérience qui a raté ou qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir dans le temps imparti, parce qu'on a toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque le temps file et les choses ne vont jamais assez vite. Donc oui, évidemment, mais bon,
Je ne vais pas me plaindre, je ne suis pas non plus à ne plus dormir du tout la nuit. Mais c'est clair que parfois, ça cogite. Ben, c'est important, je pense aussi. Hein. La majorité du travail, en fait, on n'y pense pas, mais elle se fait dans son lit quand on n'arrive pas à dormir. Alors, vous avez très bien expliqué votre recherche, hein, l'huile de cet arbre, etc. C'est vrai que là-bas, cette huile sert un peu, elle est un peu magique. Oui, alors il y a de tout hein, au niveau croyance. Il y a des gens qui vont juste apprécier le goût des amandes dans des plats traditionnels africains. Et puis il y a des gens qui vont aller jusqu'à des effets mirobolants de l'application de cette huile sur la peau. En attendant, il n'y a rien du tout de démontré dans la recherche. Notamment au niveau des données épistémologiques, c'est très compliqué hein, dans ces pays-là d'y avoir accès. Et donc, c'est encore totalement inconnu, d'où l'importance de l'étudier, je pense. Alors, vous avez déjà, dans votre labo, j'imagine, testé ça comment? In vitro, sur un animal, sur vous-même? Ça, je ne vais pas le dire. Mais au laboratoire, nous, on travaille surtout sur de l'in vitro. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille sur des cellules en culture. Ça, c'est bien important de le comprendre. Parce que malheureusement, même si des choses fonctionnent très bien sur cellules, après, il vous l'avez très bien dit, il faut passer à des étapes supplémentaires. D'abord, faire de l'in vivo, souvent sur des animaux. Et puis après, on peut passer, en cas de résultats concluants, sur des tests sur l'humain. Donc nous, on travaille essentiellement sur cellules, mais j'ai la chance d'avoir un partenariat avec un laboratoire de recherche à Namur qui travaille sur des modèles d'épiderme humain reconstitués. Je vous ai dit, cette huile était utilisée sur la peau en Afrique. Donc on peut reconstruire au départ de biopsies qu'on fait chez des patients lors de diverses opérations. On peut récupérer des kératinocytes, des cellules de peau, reconstruire une peau in vitro et étudier des effets de différentes molécules sur cette peau reconstituée. Ça permet de bypasser un peu l'étape des animaux d'expérience, par exemple. C'est ce que vous faites finalement. Oui. Et combien de temps il faut pour que vous puissiez voir si votre huile a un effet bénéfique ou au contraire des effets secondaires? Alors, les kératinocytes, une fois qu'on les met en croissance, on va attendre environ 11 à 13 jours avant d'avoir un épiderme reconstruit. C'est-à-dire que si on va regarder au microscope à quoi ressemble l'épiderme, eh ben, il aura récupéré toutes les couches, toutes les strates qu'on retrouve normalement dans des vraies biopsies, du vrai épiderme humain. C'est quel type de cancer là, sur vos peaux reconstituées? Donc, on peut travailler sur des épidermes non cancéreux. Oui. Maintenant, évidemment, tout le challenge, c'est de réussir à intégrer des tumeurs dans cet épiderme. On peut les induire, on va dire, artificiellement, en exposant l'épiderme à différents contaminants, etc. Mais c'est un peu compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aussi sur des cellules cancéreuses qu'on cultive à côté. Et puis, on peut les intégrer via diverses méthodes. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais à l'épiderme. Et comme ça, on a un tissu qui a à la fois des cellules saines et des cellules cancéreuses. Donc, il y a déjà, vous faites ça sur des carcinomes, par exemple? Exactement. Moi, je travaille sur le carcinome spinocellulaire ou cancer épidermoïde. Oui, qu'en général, on opère en enlevant. Oui, donc c'est un cancer qui se manifeste souvent d'abord par des lésions précancéreuses et donc il est très vite pris en charge. Et c'est pas un cancer qui va métastaser comme par exemple les mélanomes. Et donc c'est quelque chose de moins dangereux. Mais nous, on le voit comme une bonne opportunité de recherche parce que si on rêve un jour travailler chez l'humain, on peut travailler sur ces types de cancers, en tout cas sur les lésions précancéreuses. Et là, vous voyez des choses positives. Les cellules sont tuées par votre huile. Alors, j'ai encore un long chemin à faire avant de pouvoir avoir vraiment des résultats solides. Mais en attendant, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, les épidermes semblent très bien résister à notre huile magique. Mais les cellules cancéreuses ont beaucoup plus de mal. Donc, quand on travaille de façon dissociée, on tue très facilement les cellules cancéreuses tout en laissant en bonne forme les cellules saines. Maintenant, c'est ce que je suis occupé à essayer de faire actuellement, à l'heure où on parle, c'est de réussir à intégrer un modèle, à intégrer les cellules cancéreuses au sein des épidermes sains et voir si les effets, on va dire, différenciés des deux fonctionnent toujours. Mais dites-moi, vous êtes quasi seul à travailler sur cette piste-là? Ou bien est-ce que dans le monde, il y a 25 jeunes chercheurs comme vous qui travaillent sur cette huile? Alors, concernant le ricino-dendron, je suis, à ce que je sais, seul, en tout cas en Europe, en Occident. En Afrique, évidemment, il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur l'arbre. Moi, j'ai la chance aussi de travailler avec toute une équipe béninoise qui travaille sur le ricino-dendron. On a un projet avec l'ARES, d'ailleurs, de co-tutelle sur un projet au Bénin. Mais en attendant, cet arbre, il est très très méconnu et le peu de publications scientifiques qui existent, elles sont un peu lacunaires, il manque énormément d'informations. Et donc, moi, j'essaie de combler un peu ces trous-là. Et ça, c'est une chance folle pour vous, je trouve, d'avoir une thèse. Vous êtes presque le seul en piste.
Ouais, j'ai énormément de chance, ça fait un petit peu peur aussi. Après, sur le rhinocérodendron, je suis un petit peu plus seul, c'est vrai, mais sur la sphère plus générale, on va dire des effets des acides gras sur le cancer, là je suis loin d'être seul heureusement, oui. Il y a énormément de recherches à ce niveau-là. C'est en train de prendre des grandes proportions d'ailleurs actuellement. Mais le gras vous a toujours intéressé, j'ai lu, c'est vrai ça? Mais tout ça, ça vient de mon promoteur, Yvan de la Rondelle, qui lui est fasciné par les acides gras et la graisse alimentaire depuis le début de sa carrière en fait, qui a travaillé d'abord sur les profils en acides gras du lait de vache, des œufs de poule, du beurre, etc. Ça vous a marqué? Et en fait, il avait une façon de transmettre son amour du gras et de la biochimie en général en cours qui, évidemment, on va pas revient laisser indifférent. Côté vulgarisation. Oui, effectivement. Après, là, c'est encore différent parce que dans les cours magistrales, on vulgarise moins, forcément, parce qu'il faut transmettre les connaissances véritables aux étudiants. On a plus le temps aussi de le faire. Mais il avait cette capacité de vraiment intéresser les gens et montrer la passion et simplifier sans trahir, bien sûr, de telle sorte que c'était vraiment facile à comprendre et intéressant, quoi. Alors bon, vous êtes évidemment tout jeune. Comment vous voyez vieux chercheur, j'ai envie de dire? Quelle serait votre utopie? Mais moi, je ne sais même pas si mon rêve, c'est de faire de la recherche toute ma vie. On verra les opportunités qui arriveront. Je me laisse un petit peu libre à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas, mais surprise. Surprise. Merci, et vous pouvez, bien entendu, comme chaque semaine, retrouver toutes ces interviews sur tous les sites IPM, La Libre, l'ADH et l'Avenir.